Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du Café des Transidentités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Blanche, qui est responsable du réseau trans chez ZSI, un fabricant de matériel médical à destination des personnes transgenres. Bonjour Blanche. Bonjour. Je te laisse te présenter, nous dire du coup quel est un peu ton rôle au sein de ZSI. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente de te revoir après quelques années sans s'être croisés. Moi, je travaille pour ZSI depuis 2016 et j'ai plusieurs casquettes au sein de ZSI. Je suis responsable d'un réseau de distribution pour nos produits qui concernent l'incontinence et la dysfonction érectile. Donc, j'anime un réseau d'une cinquantaine de distributeurs. Et en parallèle de ça, je suis responsable du réseau trans, comme tu disais. Ça veut dire que je suis en contact assez permanent avec les chirurgiens au niveau mondial. Et parfois, comme aujourd'hui, avec des anciens patients ou avec des nouveaux patients ou des gens qui ont des questions à nous poser sur nos prothèses. Et du coup, comment t'es arrivé chez ZSI et comment t'en es arrivé à travailler avec des personnes, autour de la transidentité en tout cas? Moi, j'habitais à Buenos Aires en 2015. Et donc j'ai découvert l'entreprise ZSI qui cherchait quelqu'un pour s'occuper un peu du développement international de l'entreprise. Et ils étaient tout juste en train de sortir les premières prothèses trans. Et du coup, quand on m'a proposé de travailler de me charger du développement et de faire connaître ces prothèses trans, ça m'a beaucoup intéressée et beaucoup plu. Donc voilà, j'ai commencé et j'y suis toujours. Et tu connaissais déjà un peu la transidentité avant ça ou pas du tout? Oui, je connaissais le sujet. Ça fait pas beaucoup d'années, mais c'était quand même beaucoup moins médiatisé. Cependant, à Buenos Aires, donc en Argentine, c'est le premier pays qui a mis en place une loi autour de la transidentité. Donc c'est un sujet qui est extrêmement présent dans la vie quotidienne, dans la rue. Les Argentins sont extrêmement... ils manifestent beaucoup, ils sont extrêmement ouverts et démonstratifs. Et donc du coup, en fait, un peu naturellement, j'ai été touchée par ce sujet qui était intégré dans ma vie quotidienne totalement par les gens que je rencontrais, soit dans des activités culturelles, dans des sorties, dans les concerts ou quoi. C'était très très présent. Je m'en suis imprégnée naturellement. Avant, l'Argentine, c'est un thème que je connaissais aussi, une problématique que je connaissais d'un peu loin. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ZSI? ZSI, c'est une entreprise qui est aujourd'hui basée en Suisse, qui a été créée par le docteur Lorenz, qui est un chirurgien urologue français, qui était surtout habitué à traiter l'incontinence et la dysfonction érectile, mais surtout l'incontinence masculine sévère. Et en France, à cette époque, donc autour des années 2000, il n'y avait toujours qu'un seul produit dans le monde disponible pour traiter l'incontinence masculine sévère, et qu'on appelle un sphincter artificiel. Malgré ces demandes, et comme beaucoup de chirurgiens dans le monde, malgré ces demandes de modification du produit, l'unique entreprise qui avait ce produit n'a jamais donné suite à ces demandes de modification. Donc en fait, il a lui-même conçu un produit totalement différent pour répondre beaucoup plus à ses attentes en tant que chirurgien et aux attentes de ses patients. Donc autour de 2005, il a créé ce sphincter urinaire artificiel. Puis il a développé, en fait, une fois que le sphincter était en place, il a développé des prothèses pour la dysfonction érectile, donc malléables et hydrauliques, pour la dysfonction érectile des hommes cis. Il s'est associé avec son frère qui a développé en fait les produits au niveau mondial, et donc à deux, ils ont construit cette entreprise qu'ils ont déplacée en Suisse. Parce qu'on a nos fabriques en Suisse et qu'on veut proposer une qualité suisse parce que c'est un vrai gage de qualité. Et au fil des années, ils ont amélioré leurs prothèses. Et surtout en 2015, ils ont commencé à proposer des prothèses pour les hommes trans. Et comment en fait ils en sont venus à développer le volet transgenre? Le docteur Lorenz, il vient de Lyon, donc il a fait toutes ses études universitaires à Lyon. Et il est compagnon de Nicolas Morel-Journel, donc ils se connaissent très très bien depuis toujours. Et le docteur Morel-Journel, ainsi que le docteur Pete Obeke, avec qui il était en lien pour les autres types de produits, lui ont parlé des problématiques qu'il rencontrait en tant que chirurgien avec le fait d'implanter des prothèses pour la dysfonction érectile d'hommes cis dans des phalloplasties pour des hommes trans. Il a pris note de toutes les problématiques qui surgissaient de ce type de prothèse pour ce type d'anatomie, et il a proposé un prototype, et puis ensemble ils ont vu un petit peu ce qui pouvait être amélioré, mis en place vraiment pour proposer une prothèse qui soit le plus adaptée possible selon toutes les contraintes qu'on connaît et qu'on continue à découvrir avec ces prothèses. Comment l'image de la transidentité a évolué au fil du temps au sein de ZSI?
Pour être honnête, au début, on ne connaissait pas vraiment ce sujet de près, comme je te disais tout à l'heure. Moi, c'est un sujet qui me touche parce que je veux que quiconque soit au mieux avec soi-même dans sa vie. Donc voilà, avec cette idée en tête, si une personne qui se sent une personne trans, je veux que cette personne soit le mieux possible dans son corps et dans sa vie. Donc c'est un sujet que j'ai pris un peu à bras-le-corps à cette époque-là. Mais personne n'y connaissait grand-chose. Donc on n'avait pas le bon vocabulaire, on n'avait pas les bonnes démarches, on a certainement mis les pieds dans le plat plus d'une fois. On a fait au mieux. Donc moi, j'étais un peu en figure de proue du sujet chez Zéphyr. Donc j'ai essayé au mieux de me nourrir du sujet. Donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé des interviews, j'ai écouté tout ce que j'ai pu vraiment sur le sujet, j'ai rencontré des gens. Et j'ai essayé de nourrir mes collègues aussi sur le sujet. Et comme je te disais au début, je m'occupe aussi d'un réseau de distribution de gens qui vendent des produits, donc le sphincter, les prothèses de dysfonction érectile. Mais du coup, aussi dans certains pays, ils vendent ces implants pour la phalloplastie, pour la métoïoplastie. Et du coup, ces gens, il faut les former en permanence, avec leurs différences culturelles. Donc, en Colombie, on n'en parle pas de la même façon qu'en Irak, qu'en Nouvelle-Zélande ou que je ne sais où. Donc, du coup, j'ai appris un petit peu à un niveau global comment le sujet de la transidentité était perçu donc, dans chaque pays. Donc ça, c'était vraiment très intéressant et j'ai essayé de nourrir mes collègues le plus possible avec toutes ces découvertes. Et surtout, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai été et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois, j'ai été à la rencontre de personnes qui étaient touchées de près ou de loin par ce sujet, qui étaient dans la démarche souvent de la transition, surtout en Argentine, en Italie et en France et en Belgique. Donc on a créé des groupes plus ou moins importants de discussion pour essayer de montrer les prothèses, essayer de comprendre un petit peu les problématiques et voilà, comprendre le vocabulaire. J'ai compris aussi que le vocabulaire avait évolué depuis 2015-2016 et on ne parle plus de la même façon. Donc on essaye d'être à la pointe et de se maintenir dans l'actualité, mais c'est pas évident. J'ai déjà été presque lynchée dans des réunions. Donc voilà, on fait au mieux chez Zéphyr. De toute façon, le vocabulaire, il est en perpétuelle évolution. Alors, on essaye toujours, moi, en fait, comme toi, hein, je m'informe et je reste toujours au fait. Mais voilà, on fait au mieux, on n'a jamais mégenré personne, il me semble. Hein, on a toujours vraiment, ce qui paraît une chose basique, et je trouve que dans toute l'équipe Zéphyr a grandi, c'est-à-dire tous nos distributeurs, tous les vendeurs, tout le monde, est extrêmement ouvert sur le sujet et en demande d'informations sur le sujet pour être vraiment au mieux avec les médecins qui se chargent de la transidentité et évidemment les personnes concernées. Est-ce qu'on peut dire que ZSI est une entreprise alliée ? J'espère que oui. Oui, j'espère vraiment parce que je pense que c'est un sujet un sujet des produits qui sont liés à ce sujet de la transidentité, mais qui sont totalement intégrés dans l'entreprise. C'est vraiment les produits trans sont un pilier de notre entreprise, clairement. Oui. Ça fait partie, en fait, de l'esprit de ZSI. Oui. Et est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter, soit toi, soit de ZSI, au sujet de la transidentité ? Je pense déjà, comme je te dis, je travaille avec un réseau de distribution et en fonction des pays, ce sujet est plus ou moins bien accepté, en fonction des lois, en fonction des cultures en place, des politiques en place. J'ai beaucoup aimé voir l'évolution des mentalités dans certains pays, par exemple en Colombie, où c'était un non-sujet il y a encore 5 ans, alors que maintenant, ces jours-ci, on accueille un chirurgien colombien pour le former à l'implantation de nos produits, par exemple, et qu'il a déjà une liste d'attente, et que c'est vraiment un vrai sujet, qui était un sujet caché avant, maintenant c'est un sujet officiel, et il a de plus en plus de demandes. Ces implants pour la phallo, je n'en parle pas dans tous les pays avec lesquels je travaille. Donc, il n'existe pas officiellement en Arabie Saoudite, au Qatar, et dans tous ces pays du Moyen-Orient, il n'existe pas, sauf en Iran. Parce qu'en Iran, il y a apparemment une faille au niveau des écritures qui interdit un certain nombre de pratiques, mais la transidentité n'est pas présente dans les écritures. Donc les médecins se sont engouffrés dans cette faille et donc il y a énormément de chirurgie de réassignation en Iran. Et du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de pays où c'est interdit. Oui, mais du coup, on a énormément de patients qui nous demandent nos prothèses dans ces pays, soit où on n'est pas présent, comme par exemple aux États-Unis par choix, soit où on n'est pas présent parce que c'est totalement interdit. Donc
par chance, grâce à tous ces réseaux et grâce à tous ces liens qu'on a avec tous les chirurgiens, on peut proposer à ces patients-là des solutions, en fait, d'aller voyager pour aller dans les lieux les plus adaptés à leur demande. Vous faites le lien, en fait, Ouais. du coup, entre les patients Et les médecins, souvent. Ouais. On va passer, du coup, aux questions un peu plus techniques. Très bien. Quels sont déjà les produits à destination des personnes transgenres que vous proposez? Alors, pour les femmes trans, on a un ballon pour la vaginoplastie. Donc, ça ne remplace pas du tout la dilatation post-chirurgie, mais c'est un ballon qui permet en fait d'être inséré juste au moment de l'opération pour quelques heures, quelques jours, pour maintenir la nouvelle cavité ouverte, pour favoriser la microvascularisation. On travaille sur le développement d'un dilatateur un peu plus agréable que les dilatateurs qui existent actuellement, qui sont apparemment, selon les utilisatrices, extrêmement contraignants, douloureux, et qu'au final ça a l'air d'être tellement cauchemardesque pour certaines d'entre elles qu'elles arrêtent de l'utiliser. Donc ça entraîne des fermetures, tout. Donc voilà, ça c'est pour les femmes trans. Et ensuite pour les hommes trans, on a deux types de produits. Une prothèse malléable pour la métaïdioplastie et une prothèse malléable et une prothèse hydraulique pour la phalloplastie. Donc la prothèse malléable pour la métaïdioplastie, ça paraît un peu curieux d'avoir une prothèse pour cette opération parce que l'objectif de cette opération n'est pas forcément la pénétration. Mais la plupart des gens qui veulent la métaïdioplastie veulent en fait surtout pouvoir uriner debout. Ce qu'on sait de la métaïdioplastie, c'est qu'à la sortie de la chirurgie, il a une taille parfois très très satisfaisante à la sortie. Mais le problème, c'est que les tissus se rétractent après. Donc c'est assez frustrant d'être passé par cette chirurgie pour finalement avoir quelque chose de pas suffisamment grand pour pouvoir uriner debout. Et on sait que le clitoris est fait exactement comme un pénis, sauf que c'est dans une version un peu plus miniature. Donc dans le pénis, on a 2 corps caverneux, et dans le clitoris, on a 2 corps caverneux. Sauf que ce n'est pas les mêmes dimensions. Et donc on a fait cette prothèse qui est faite de silicone, de 12 cm de silicone, et à l'intérieur, on a 5 cm de câble, et le câble est fait en filament d'argent. Pendant la chirurgie, les médecins font la métaïdioplastie, et à un moment, ils entaillent, je te le dis très grossièrement parce que je ne suis pas du tout médecin, mais ils entaillent les corps caverneux du clitoris, et ils insèrent cette prothèse. Ils prennent la mesure des corps caverneux, et ils coupent la prothèse, la partie de la silicone, en fonction de la taille dont ils ont besoin. Ensuite, ils insèrent ces 2 petites prothèses et ils referment. Et ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet de maintenir les tissus un peu plus allongés, donc ça empêche la rétractation excessive des tissus. Et ça permet aussi d'uriner debout, finalement, parce que ça permet de diriger le nez au pénis. Et aussi, beaucoup de personnes qui ont eu une méta se plaignaient apparemment d'une douleur du diclite qui sortait presque à angle droit du corps et donc qui venait frotter contre les sous-vêtements ou les vêtements. Donc déjà esthétiquement ça pouvait être gênant à la piscine ou quoi. Et surtout c'était très très douloureux, enfin c'est très douloureux. Donc en fait cette petite prothèse permet de rétracter le diclite vers le bas ou vers le haut ou vers où on veut pour éviter justement ce frottement du gland avec les vêtements. Donc ça c'est pour la métaïdioplastie. Ensuite on a 2 prothèses pour la phalloplastie. On a une prothèse malléable et une prothèse hydraulique. L'histoire de ces prothèses, en fait, comme je te disais tout à l'heure, on a donc adapté les prothèses pour la dysfonction érectile 6 pour des prothèses érectiles trans. Il y a plein d'aspects qu'on a changés. Les différences majeures entre les prothèses 6 et les prothèses trans, c'est que déjà on a une plaque de fixation parce qu'on sait que la phalloplastie n'a pas de corps caverneux interne. En général, pour les 6, on installe un tube dans chaque corps caverneux et ça permet d'ancrer les tubes dans le corps. Là, il n'y a pas d'ancrage possible. Donc, les médecins font de leur mieux sans la prothèse ZSI. Partout dans le monde, chacun a sa technique pour trafiquer un peu les prothèses 6. Mais du coup, nous, on a pensé à mettre une plaque de fixation qui se fixe à la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, c'est comme une espèce de tissu qui entoure l'os. La prothèse n'est pas intégrée dans l'os, mais elle est au-dessus de l'os, sur la petite peau de l'os. Donc on a créé cette plaque de fixation qui se met par-dessus l'os pubien. On a créé un seul cylindre et dans certaines versions de la prothèse, on a un gland qui est plus ou moins préformé. Voilà. Alors chacun a son mot à dire sur ce sujet du gland préformé ou pas préformé. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Donc on essaye de faire au mieux pour convenir à tout le monde. Donc maintenant, la prothèse hydraulique est une prothèse à gland amovible. Ça veut dire que le chirurgien, au moment de faire l'implantation, il a 3 types de glands disponibles dans la boîte. Et il choisit le type de gland qui conviendra le mieux
Une question qui revient souvent, quelles sont les différences majeures entre justement la tige malléable et la pompe hydraulique? Oui. Alors, il y a plusieurs différences. En France, on n'est pas confronté au problème du paiement de la prothèse, parce que les prothèses, on sait qu'elles sont remboursées par chance par la Sécu. Donc, c'est pas le sujet. Mais les différences majeures, il y en a. La tige, elle est beaucoup moins invasive que la prothèse hydraulique, parce que comme tu vois, la prothèse hydraulique est faite en 3 parties. Donc, on a la tige qui se gonfle, qui est à l'intérieur de la phallo, la pompe qui se met à l'intérieur du scrotum, et le réservoir qui se met dans la zone pelvienne, à côté de la vessie. Donc on a quand même ces 3 parties, donc on a des tubes, donc plus on a de matériel, plus il y a des risques d'érosion, de rejet, défaillance mécanique, ça peut arriver. Ce qui arrive beaucoup moins avec la tige. La tige, c'est comme tu vois uniquement une tige avec la plaque de fixation, on fixe la plaque et c'est tout. Au niveau de l'usage, la tige est beaucoup plus simple, puisqu'on a uniquement à la lever pour l'utiliser, et puis ensuite à la rétracter, à la ranger, quand on n'a plus envie d'avoir une érection. La pompe, c'est différent. On a besoin de pomper, parfois beaucoup trop. Et du coup, ça peut, au moment intime, quand on a besoin d'avoir une érection, ça peut prendre du temps. Ça peut être un peu inconfortable, incommode avec le ou la partenaire. Et aussi, ça peut être incommode de devoir la dégonfler, parce qu'il y a des techniques. Et du coup, voilà, il faut en fait former les patients, les usagers à l'usage de cette prothèse, ce qui est beaucoup moins le cas de la tige. Concernant, encore une fois, l'usage, la tige, comme c'est une prothèse malléable, elle est rigide et suffisamment rigide pour des pénétrations, mais elle est quand même moins rigide que la prothèse hydraulique, parce que la prothèse hydraulique est totalement plate et vide quand on n'est pas en érection, et au moment de l'érection, par contre, elle est totalement remplie de liquide et elle est vraiment extrêmement dure et gonflée. Et donc là, on voit vraiment la différence entre le repos et l'érection. Avec la pompe, on est plus au repos. Oui. Et en érection, et la tige semi-rigide, on est C'est ni totalement au repos, voilà. ni totalement en érection, mais voilà. Et ça fait le ça job. Fait le job, voilà. Oui. Oui. Vous avez des projets en cours? Oui, on a toujours des projets en cours. On est en train de travailler sur la pompe. Par rapport à la pompe de la prothèse 6, c'est la même base de taille. Donc c'est trop petit par rapport à une prothèse testiculaire. Donc ça déséquilibre beaucoup le scrotum. Donc ce qu'on avait fait il y a 2-3 ans, c'est qu'on avait mis une espèce de prothèse autour de la pompe que le chirurgien peut remplir d'eau pour avoir une taille similaire à la prothèse testiculaire, pour avoir vraiment un joli scrotum bien équilibré et pour que ce soit aussi plus agréable au moment de pomper. Cependant, on sait que de toute façon cette pompe n'est pas vraiment adaptée, comme on en parlait tout à l'heure en off, pour gonfler et surtout dégonfler la prothèse, c'est pas vraiment pratique. Donc on est en train de travailler sur ce sujet. Je n'ai pas de date pour les nouvelles pompes, j'espère que ça sortira bientôt. Et on travaille à plus longue vue sur une pompe électrique. On y travaille depuis quelques années et ça prendra encore quelques années pour la sortir. Est-ce que vous êtes au courant de la durée de vie un peu précaire des prothèses et est-ce que vous travaillez sur la question? Alors oui, on est malheureusement au courant et heureusement, et en fait je profite de ce podcast pour demander s'il vous plaît, les usagers qui ont cette prothèse, n'hésitez surtout pas à nous contacter, même anonymement, on respecte l'anonymat si vous le souhaitez évidemment, mais on a vraiment besoin des retours de chacun sur l'usage, le ressenti, les douleurs et les idées. Même si c'est très difficile de mettre en place des idées, de concrétiser des idées d'un usager en quelque chose, il suffit d'une bonne idée parmi 100 pour qu'on réussisse à le mettre en place. Donc malgré les difficultés à mettre en place, on est très preneur des retours. Voilà, c'est très très important pour nous, donc n'hésitez pas. Donc on a conscience des problématiques qui sont surtout liées à la prothèse hydraulique. Il y a surtout 2 types de problématiques qui sont l'infection et la défaillance ou l'arrachage de la prothèse. Concernant les problèmes liés à la prothèse, on en a conscience. On n'en a malheureusement pas assez conscience parce qu'on n'a pas suffisamment de retours de produits. Vraiment, on a besoin de connaître et comprendre la vie quotidienne avec cette prothèse pour pouvoir améliorer les points faibles. C'est ce qui nous a permis d'améliorer la prothèse malléable grâce à des retours de chirurgiens hors France et de réduire la taille du câble interne et de modifier la plaque de fixation qui avant était beaucoup trop rigide pour s'adapter bien à la courbure de l'os pubien. La prothèse hydraulique, on a eu des problématiques de fuite au niveau du tube de sortie du cylindre vers la pompe et aussi de la sortie de pompe vers le réservoir. Donc ces parties-là, on les a renforcées
Et depuis, on n'a plus eu d'informations sur des fuites à ce niveau-là. Il est possible qu'il y ait des fuites à d'autres endroits, mais on n'a pas eu de retour de prothèse qui nous confirmait, qui nous informait de ce qui se passait. Ensuite, ce qu'on nous rapporte parfois, c'est des infections. Alors les prothèses sont stérilisées, elles sont dans un double paquet stérile. On a un système de qualité suisse extrêmement exigeant. Donc du coup, il y a très peu de risques que ça soit le problème de la prothèse. Surtout qu'elle est imprégnée de ce qu'on appelle du PVP. C'est une sorte de produit qui permet au moment de la chirurgie d'absorber les antibiotiques quand on met la prothèse dans un bol d'antibiotiques avant l'implantation. Donc l'infection, on n'a pas grand-chose à y voir. Ensuite, il y a éventuellement les problèmes de la pompe, comme on disait tout à l'heure, mais on n'a pas eu de rupture claire du système au niveau des boutons de dégonflage, parce qu'on n'a pas de retour, donc faites-nous des retours. Et ce qui arrive le plus souvent, en fait, c'est l'arrachage de la plaque du pubis. Ça, malheureusement, c'est lié à plusieurs choses. On fait au mieux au niveau de la prothèse, mais certaines sutures ne tiennent pas. Certaines fibroses ne sont pas assez importantes pour maintenir la prothèse en place avec l'usage qu'on en fait. Certaines personnes sont trop impatientes, et ça se comprend vraiment, et utilisent un petit peu la prothèse, ils la gonflent un petit peu, ils la dégonflent un petit peu avant les dates autorisées, disons. Et du coup, ça fragilise beaucoup les sutures et la mise en place de la fibrose. La fibrose, c'est une espèce de densification des tissus. C'est quelque chose que le corps crée naturellement. Et donc, l'idée est de laisser suffisamment de semaines de repos total de la prothèse pour qu'une espèce de coque de fibrose se crée autour de la plaque de fixation sur l'os pubien pour éviter justement que ça s'arrache. Ensuite, au niveau de l'usage, ces prothèses ont été conçues sur la base des prothèses pour des hommes cis avec la dysfonction érectile, d'âge moyen, sauf exception, au-delà de 50-60 ans, qui ont une sexualité extrêmement différente d'un homme trans. Donc voilà, l'usage aussi peut être extrêmement différent de ce à quoi on avait pensé au départ en concevant ces prothèses, ce qui est aussi extrêmement normal. Donc on y réfléchit. Pour l'instant, on n'a pas de solution à part dire d'en prendre extrêmement soin. Voilà. Et un petit truc et astuce peut être de tenir la base de la prothèse. Si c'est la prothèse malléable au moment de la mettre en position d'érection et au moment de la pénétration par exemple, tenir la base avec une main. Beaucoup d'hommes cis le font apparemment, donc comme on dit beaucoup d'urologues. Donc je pense que ça posera pas de problème d'avoir ce type de geste pour préserver la prothèse et la phallo. On sait que la durée de vie est un peu précaire comme tu dis. En moyenne, c'est autour d'1 an. On a 1 an de garantie mécanique sur cette prothèse. Certaines prothèses ont été posées en 2016 et elles sont toujours en place. Et certaines ne durent pas plus de 3 mois. Donc ça dépend aussi, je pense, de la situation et du corps de chacun, de l'acceptation par le corps. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est au cas par cas, et pour choisir le modèle, c'est la même chose en fait. Oui. Parfois on peut vouloir un modèle et qu'elle ne soit pas très adaptée à l'anatomie qu'on a. Et exactement. Ça peut arriver. Oui. Malheureusement, avec ce type de prothèse, il y a beaucoup d'activités qui sont à proscrire et ça peut être très frustrant, mais c'est important de suivre les recommandations du style le vélo. Souvent, on recommande d'éviter, ou alors peut-être qu'il faut mettre un coussin sur sa selle. Il faut éviter de faire du poney ou de l'équitation. Il faut éviter les trajets en moto trop longs, par exemple, parce que du coup, la vibration avec le temps, ça peut faire bouger les sutures sur l'os pubien. Donc, c'est tout plein de petites choses à prendre en compte, en fait, qui paraissent soit frustrantes, soit anodines, mais qui, tout ensemble, font que la prothèse va durer ou qu'on va la fragiliser, en fait. Je profite aussi de répéter qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter par Facebook, par Instagram, par mail, par ce que vous voulez. On mettra de toute façon l'ensemble de vos réseaux sociaux. Il faut nous contacter pour nous poser des questions. Aucune question n'est bête. On essaie de recenser toutes les questions dans le blog qu'on a qui est en lien avec notre site. Mais on a toujours des questions nouvelles. Plus il va y avoir de prothèses implantées, plus il va y avoir d'usagers et donc de questionnements et de problématiques personnelles. Et une question, une réponse peut servir à beaucoup de gens. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous partager votre expérience. Allez-y. Quel message tu voudrais faire passer au monde entier concernant la transidentité ? Que j'aimerais que ce soit pas un sujet. Voilà, très c'est bien. tout. C'est très clair et concis. Est-ce que ZSI voulait dire un mot sur ça ? Non, ZSI, l'ensemble de l'équipe en fait est très très, je le répète encore une troisième fois, mais très en demande de retour parce que justement, plus on va avoir de retour et d'interaction, plus on va être capable de proposer des prothèses qui soient le plus adaptées possible et un service aussi. Nous, on accompagne les chirurgiens la plupart du temps en bloc opératoire pour s'assurer qu'ils aient la meilleure technique d'implantation, qu'ils suivent nos recommandations au niveau
de l'implantation de la prothèse. Après, chacun a sa technique concernant l'urètre, concernant la gestion de certaines problématiques. Mais vraiment, on essaye d'accompagner chacun des chirurgiens, chaque équipe médicale au niveau mondial et on fait au mieux. Si quelqu'un veut se faire poser du coup une de vos prothèses, comment ça se passe? Comment doit-il procéder? Alors, bon, je vais parler uniquement pour la France, puisque c'est un podcast français et pour un public français, ou francophone en tout cas. Une personne qui veut se faire poser cette prothèse, j'imagine qu'il est dans une démarche avancée de la transition et qu'il est presque prêt à avoir une prothèse. On a beaucoup de gens qui nous contactent avant même d'avoir commencé la transition parce qu'ils essayent de comprendre et de savoir un peu ce qu'ils veulent et de se projeter sur les 8 années à venir, sur les 150 chirurgies à faire. Et du coup, on peut nous contacter pour nous poser des questions. Il y a énormément de réponses déjà disponibles sur les blogs, les sites et tout ça. Mais la meilleure chose à faire, c'est de contacter son chirurgien urologue ou plasticien, parce que parfois c'est des médecins plasticiens qui implantent cette prothèse, pour demander cette prothèse. On a une carte de médecins implanteurs en France. Et je vais parler aussi pour la Belgique, la Suisse francophone, le Canada, c'est un autre sujet, malheureusement pour eux. Mais on a une carte d'implanteur avec les chirurgiens qui sont formés et qui sont expérimentés avec ces prothèses. Il y a de plus en plus de chirurgiens qui se dédient à cette chirurgie en France et nous on ne les connaît pas tous forcément et ces chirurgiens ne connaissent pas forcément nos prothèses. Donc si le médecin de cette personne ne connaît pas ZSI ou ne veut pas la poser ou ne sait pas, cette personne peut nous contacter et dire voilà je suis avec le docteur un tel ou une telle et j'aimerais me faire poser la prothèse par cette équipe-là. Et donc nous, après, on se chargera de se mettre en contact avec cette équipe-là et voir si cette équipe serait prête à implanter notre prothèse, donc les accompagner dans tout le process d'apprentissage d'implantation. Et sinon, aller voir un des chirurgiens implanteurs officiels, ZSI. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, merci beaucoup. La transidentité est un sujet qui m'interpelle beaucoup et j'aime beaucoup parler de ces prothèses et être en relation avec des patients, des anciens patients, des usagers, des médecins. C'est vraiment quelque chose que j'aime dans mon métier. Voilà, cette relation humaine en fait, que je n'ai pas du tout avec les autres types de produits chez ZSI. Donc je suis très contente d'avoir ce pilier-là dans mon métier. Ça a une autre dimension du coup peut-être de travailler avec un public trans en fait. Oui, ça n'a rien à voir. Merci Blanche. Merci à toi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter personnellement pour la suite? De continuer à proposer un service et des produits qui soient à la hauteur des attentes. Merci beaucoup Blanche. Merci beaucoup. On espère que le podcast vous aura plu, qu'il aura pu vous être utile. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit et on vous dit à très très vite.